Place au grand débat politique de cette émission. 4 invités à nos côtés. François Patria, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe de la majorité présidentielle ici au Sénat, sénateur de la Côte d'Or, soutien évidemment d'Emmanuel Macron. Alexis Corbière, bonjour. Député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Stéphane Le Rudulier, bonjour, sénateur. Bonjour. Les Républicains des Bouches-du-Rhône, soutien de Valérie Pécresse. Et puis Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Porte-parole du Rassemblement national, soutien de Marine Le Pen. D'abord, un mot à chacun sur vos résultats respectifs. Je vais commencer par celui qui arrive en tête, Emmanuel Macron. François Patria, c'était quoi le sentiment hier soir? Le soulagement au vu de ce score? C'était un sentiment un peu de fierté d'abord, du chemin parcouru, du fait que le président progresse dans les voies par rapport à son dernier score, la dernière fois, que le socle a tenu. Et dans le même temps, une amorce de rassemblement aujourd'hui autour de toutes les catégories sociales. Et le fait d'engager cette campagne, je crois, avec un sentiment de fierté bien sûr, mais surtout avec beaucoup de sérénité, de lucidité, et un peu d'humilité, mais pour engager beaucoup de combativité. Voilà le sentiment d'hier soir. Laurent Jacobelli, vous qui êtes arrivé second, mais avec quand même un écart avec Emmanuel Macron. Est-ce que ça, c'est une petite déception? Vous visiez la première place? On vise toujours la première place dans une élection. Qui vous dirait le contraire? Mais non, nous sommes assez heureux parce que vous n'avez pas ignoré, je pense, que nous avions un candidat concurrent. Et donc le score de Marine Le Pen est un très bon score. C'est surtout un très beau message d'espoir. Il n'y a pas de fatalité à continuer 50 plus avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas de fatalité à la casse sociale. Il n'y a pas de fatalité à l'insécurité et à l'immigration à contrôler. Oui, c'est un beau message d'espoir. Et maintenant, nous avons 15 jours pour faire cette campagne. La campagne est remise à zéro. Les compteurs sont à zéro pour rassembler le maximum de Français qui viennent de droite, de gauche, les abstentionnistes, pour créer cette majorité future, cette majorité qui croit en la France et les Français, parce que les Français méritent une présidente de la République qui les respecte, qui ne les méprise pas et qui pense à eux et qui les aime. Ça sera un beau changement, je crois, avec ce qu'on vient de vivre. Et on va revenir sur cet entre-deux tours. Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon est arrivé 3e à près de 22% des voix. Qu'est-ce que vous retenez, vous, ce score historiquement élevé, ou il y a un peu de frustration aussi chez vous? Il y a une double nature dans mon sentiment, une tristesse, parce que le second tour était vraiment très très proche, nous l'avons dit, c'était un objectif tout à fait atteignable, on a fait une campagne qui permettait ça. Qu'est-ce qui a manqué pour vous? Oh ça, on tirera le bilan, ce qui a manqué. Je pense que c'est pas l'objet de cette émission, mais beaucoup de gens dits de gauche ont consacré beaucoup de temps à nous taper dessus pour un intérêt pour eux qui est pas terrible, et pour l'ensemble de nous tous, enfin de ceux qui ont cœur écolo à gauche et qui sont républicains, c'est pas très utile. Mais ça, on en discutera, ou du moins, ce sera là. Donc à la fois, je suis triste, et puis à la fois, malgré tout, extrêmement fier. Je veux dire, le score qui est réalisé, les millions de voix rassemblées, il y a une force. En fait, il y a 3 pôles. J'ai compris qu'on est 3e, je conteste pas le classement, mais il y a 3 forces dans le pays, nous en sommes une. Et il faut que cette force, elle demeure, elle continue d'exister. Il y a des échéances sociales devant nous, il y a des échéances électorales. Et donc, la parole qui est la mienne quand je suis porte-parole de tout ça, c'est j'ai compris que des gens se sont rassemblés. Il y a ce noyau dur, insoumis, Union populaire, mais j'ai vu aussi que des gens sont venus vers nous à la fin, qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec tous nos combats. Il faudra aussi les respecter, enfin, je veux dire, avoir la capacité de continuer à les agréger, et pour être cette force qui pèse, et pourquoi pas même à l'occasion de prochaines échéances électorales qui sont proches, dire que nous pouvons empêcher Emmanuel Macron de mener cette politique de recul social. Et en même temps, moi, je pense pas qu'un gouvernement Le Pen-Zemmour, ce soit bon pour le pays. Et je dis à mes amis qui m'écoutent, pas une voix pour eux, parce que c'est non seulement des politiques de régression sociale, mais en plus ce discours agressif vis-à-vis d'une partie de nos concitoyens, cette obsession permanente à considérer que nos difficultés seraient dues à tel ou tel de nos concitoyens au nom de sa confession, tout ça, il y en a assez. Voilà. Pour voter pour la retraite à 65 ans, pour que l'on continue à matraquer fiscalement, pour qu'on continue à prendre sur les pensions de retraite, pour qu'on continue à ce que nos étudiants soient en situation de précarité. Vous assumez ce soir ce choix-là. Vous n'êtes pas pour le blocage des salaires, vous n'êtes pas pour augmenter le SMIC, vous n'êtes pas pour la retraite à 60 ans. Non. Et en plus, en plus vous ferez le gouvernement avec Zemmour. Et en plus, pas. Ça, c'est dans vos fantasmes. On va venir sur cette entre-deux tours. C'est intéressant parce que vous dites donc Marine Le Pen ment. Elle veut un gouvernement d'union nationale, mais Zemmour appelle à voter pour elle, elle le mettra pas dedans. Mais je crois qu'il y tient pas. Mais surtout, nous verrons bien qui sera au gouvernement. Mais nous voulons rassembler tous les Français, pas exclure comme vous, monsieur. Attendez, vous allez exclure Éric Zemmour? Il y aura aussi dans notre gouvernement. Allez-vous exclure Éric Zemmour? Mais je crois qu'il n'est pas candidat à être poste de ministre. Il l'a dit. Non, mais les Zemmouriens. Mais les électeurs, monsieur, j'appelle tous les électeurs. Vous ne ferez pas de gouvernement avec les. J'appelle d'ailleurs vos électeurs à voter pour nous. Et pour autant, il n'est pas question de vous inclure dans le. Et on va revenir sur cet entre-deux tours et on fera répondre François Patria. Juste un dernier mot, Stéphane Le Rudulier, pour vous. Évidemment, ce score de Valérie Pécresse qui est en dessous de la barre des 5%, on est au-delà de la défaite?
Forcément, c'est une grande déception, également une grande frustration. Je pense que nous n'avons pas réussi à convaincre les Français. Il faut véritablement qu'on se recompose, qu'on réfléchisse de nouveau à un nouveau corpus idéologique, qu'on soit innovant dans nos idées. La Ve République, vous voyez, une élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Force est de reconnaître que ça n'a pas fonctionné. C'est une responsabilité de la part de Valérie Pécresse, mais également une responsabilité collective de la part de notre famille politique. Et il faudra tirer les enseignements. Et de la part de la ligne qui a été prise, vous soutenez Éric Ciotti, ou de la part de la ligne qui a été prise par les Républicains aussi? Non, il y a un problème également de ligne. Je tentais de dire que, à force de faire le grand écart entre le centre et la droite de la droite, eh bien, on a eu un arrachement des adducteurs et on s'est effondré. Donc, même si c'est métaphorique, il faudra véritablement repenser notre ligne politique. Ça veut dire que ces deux lignes, elles ne peuvent plus vivre au sein du même parti? Non, il faut repenser notre ligne politique. Carrément, clairement, un peu à l'image de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy entre 2004 et 2007, où on avait fait 18 conventions collectives en 2 ans pour avoir un nouveau socle idéologique. Je pense que la droite républicaine doit travailler maintenant, se mettre au travail pour proposer une alternance d'ici les législatives, mais également pour l'élection présidentielle future. Alexis Corbière l'a rappelé, François Patria, il y a 3 gros blocs qui se sont dessinés hier soir. Est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau paysage politique qui s'est redessiné, dont Emmanuel Macron va devoir tenir compte? Bien entendu. Je crois que Emmanuel Macron, dès 2016, avait compris que les grands partis de gouvernement, qui étaient le Parti socialiste et les Républicains, étaient en train de s'effondrer sur eux-mêmes. Faute de leadership, faute de programme, faute de corpus. Il l'avait compris avant. On a reproché, on a dit à Emmanuel Macron, il a fait disparaître la gauche et la droite. C'est pas vrai. Elles disparaissaient sur elles-mêmes en tant que parti. Ont émergé des partis aujourd'hui, des mouvements différents qui le font. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'entends parler de régression sociale, etc. Je voudrais simplement rappeler 2 chiffres, et c'est ce que je dirai pendant les semaines qui viennent. Puisque vous parlez de régression sociale, quel est le président de la République qui, depuis 20 ans, a fait baisser les impôts et le chômage? Dites-moi qui? Sûrement pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait baiser les impôts de 52 milliards. C'est faux. Il a fait passer... C'est comme ça, vous pouvez dire c'est faux. Mais vous savez qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui savent combien ils payent d'impôts. Si votre la vérité officielle... Si vous entrez en campagne avec une forme d'arrogance et de dénégation des faits réels... pas arrogant, je vous ramène au réel. De dénégation des faits réels comme vous le faites, tout le monde sait, tous les chiffres disent aujourd'hui, le chômage est à 7,4%, il était à 11%. Les impôts baissés de 52 milliards, 22 milliards. Non mais le chômage en prend globalement. Donc je le dis comme tel. 5,7 millions de chômeurs aujourd'hui, 5,7 millions de chômeurs quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. À défaut de propositions intelligibles et concrètes, essayez d'écouter un peu. Parliez de mépris, je crois que vous... Juste Laurent Jacobini, on va laisser finir François Patria, vous lui répondrez bien sûr après. Aujourd'hui, effectivement, mais ce que je dis ce matin, ce que j'ai dit hier soir, c'est qu'il faut entendre ce qu'ont dit les Français. Il ne s'agit pas aujourd'hui de les mépriser ni quoi que ce soit. Il faut entendre qu'il y a des gens dans ce pays qui souffrent, qu'il y a des gens qui désespèrent, qu'il y a des gens qui sont en colère et qu'il y a vraiment eu une poussée dans certains mouvements. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les 3 candidats qui sont en tête, les 3 progressent par rapport à la dernière fois. Les 3 progressent. Ça veut dire que ça se fixe sur ces mouvements-là aujourd'hui. Et notre appel aujourd'hui, c'est non pas aller faire des déchicayas comme vous le faites à l'instant, qui sont bien inutiles et bien désuètes. Non, mais le débat sur ce ton-là et ces motifs-là, on aura l'occasion, pendant ces 15 jours, de démontrer la futilité, la vanité, et puis en même temps, l'inefficacité de vos programmes. Vous voulez-vous que la France demain soit en rupture, qu'elle soit fracturée. Nous voulons une France rassemblée. Vous êtes un spécialiste. Nous voulons une France rassemblée. Il serait temps. Parce que vous êtes constant sur vos fondamentaux, mais vous êtes très variable sur les moyens. Et la réponse de Laurent Jacobini. Moi, je suis heureux de voir que vous appelez à l'union des Français, à la concorde, après les avoir divisés comme jamais. Je dois rappeler ici l'épisode des Gilets jaunes qui ont été rabroués par les ordres de M. Castaner d'une manière très sévère, voire très violente. Je dois rappeler ici les manifestations qui les a suite à vos propositions de réforme de retraite. Jamais la France n'a été autant divisée, autant fracturée. Vous montez les Français les uns contre les autres, selon le vieil adage diviser pour régner. Je crois qu'il est temps de retrouver cet esprit d'union autour de la nation, autour de la solidarité entre les Français, autour de la fraternité, et qu'il faut arrêter de diviser les Français. Les réunir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on soit riche ou pauvre,
on a le droit de vivre heureux et en bonne santé dans ce pays. Ça veut dire aussi que notre identité n'est pas à chaque fois remise en question par les nouveaux arrivants. Et puis ça veut dire aussi que quand on travaille, quand on paye ses impôts, on a le droit de vivre dignement et qu'à partir du 10 du mois, on ne doit pas se demander comment on fait le plein d'essence ou comment on nourrit les enfants. Tout ça, vous avez échoué. Pendant 5 ans, vous avez échoué. Et vous venez ici le pouvoir d'achat a monté pendant les 5 ans et on a échoué. Mais monsieur Patriat, le vôtre a peut-être augmenté, mais celui de la majorité des Français, sûrement pas. Avec un litre d'essence à 1,90, je pense qu'aucun Français ne croit que son pouvoir d'achat n'a augmenté. Nous, on a des mesures concrètes que vous refusez d'ailleurs. La baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Mais vous ne pouvez pas la faire. Vous ne pourrez pas la faire. Non, vous ne l'avez pas fait. Non, nous le ferons. Marine Le Pen le fera. Attendez, je peux expliquer une minute là. Pour baisser, monsieur le professeur. Madame Le Pen dit, le lendemain de mon élection, je baisserai la TVA. Oui. Pour pouvoir baisser la TVA, il faut que ce soit accepté par l'Union européenne à l'unanimité. Ça n'est pas sur la table. C'est faux. Ça n'est pas, vous ne pourrez pas le faire, sauf à mettre en bas tous les traités. Et à ce moment-là, vous sortirez de l'Europe. Vous sortirez de l'Europe. Monsieur le sénateur. On va faire répondre Laurent Jacobelli. Après, on va donner la parole à Alexis Corbière et Stéphane Le Rudulier. Je vous réponds brièvement. Soit vous niez la réalité, soit vous n'êtes pas au courant des questions institutionnelles, ce que je ne peux pas croire. Il suffit pour nous de déclarer que les biens énergétiques sont des biens de première nécessité. Et tout ce que vous venez de dire, c'est cool. Nous ferons passer la TVA de 20% à 5,5%. Ce que vous venez de dire, excusez-moi. Il faut que l'Europe... François Patriat, laissez juste finir Laurent Jacobelli. La présidente ou le président de la République française, qui a le droit de décider pour les Français. Et vous ne voulez pas ignorer les traités. Je viens de vous expliquer comment il fallait faire. Je viens de vous expliquer comment il fallait faire. D'autres pays l'ont fait dans l'Union européenne. Vous pouvez le nier. Chacun pourra aller constater ce qui se passe dans d'autres pays. Vous voyez, votre incapacité à gouverner, c'est ça. C'est de toujours dire, nous, on peut rien faire, c'est les autres. J'attends que l'Union européenne me donne le feu vert. J'attends que les États-Unis m'autorisent à le faire. Nous déciderons pour les Français en toute indépendance, dans le respect des traités, mais avec la volonté de changer les choses. Et on a compris vos positions respectives sur cette question du pouvoir d'achat, Alexis Corbière, qui est évidemment une question importante et une question importante pour les Français, pour votre électorat. Est-ce que là-dessus, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen? Comment cette question elle peut se résoudre aujourd'hui? Par la politique de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais comment cette question... Le 24 avril, ça va être compliqué. C'est la difficulté. Non, mais d'accord. Moi, je ne crois pas, contrairement à ce qu'a été dit, Marine Le Pen n'est pas la candidate du pouvoir d'achat. Je l'ai dit très concrètement. Elle n'est pas favorable à l'augmentation du SMIC. Elle l'a dit et répété. Elle est pour ce que j'appelle une entourloupe, que je vais qualifier parce que... Je vais faire une petite blague, peut-être un peu lourde de bon matin, mais sa technique, c'est donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. C'est-à-dire, les Français, il y a déjà du salaire différé. Et elle dit, en gros, on va baisser toutes les cotisations, les Français, dans les parts de leur salaire qui va à différents organismes de cotisation, et ça va revenir en salaire direct. Bon, très bien. Donc, si on cotise moins à différents organismes de solidarité, il faudra bien trouver un moyen de les financer. Peut-être même ce sera une porte vers la privatisation. Donc, il n'y a pas d'augmentation du SMIC, il n'y a pas de blocage des prix. Elle s'est moquée de la proposition de Jean-Luc Mélenchon sur les produits de première nécessité. Sur la retraite, elle n'est plus sur la retraite à 60 ans, etc. Bon, 60 ou 62 ans. Reconnaissez, c'est mieux que 65 quand même, M. Corbière. Ça n'est pas la retraite à 60 ans, et je pense que nous allons y revenir. Donc, elle n'est pas pour des progrès sociaux. Donc, ça n'est pas la candidate du pouvoir d'achat. Ça, c'est une chose. Et puis, pour ce qui est de Emmanuel Macron, enfin, je veux dire, même M. Patriat, pardon, mais... Moi, je suis en désaccord avec ce que propose Marine Le Pen, mais on ne peut pas répondre. C'est pas possible. L'Europe nous l'interdirait. Quand on est républicain... Il y a des traités, Alexis. Eh bien, il faut y désobéir, peut-être. Non, mais sinon, l'élection ne sert à rien. Mais Alexis, si on désobéit au traité, François Patriat, on quitte l'Europe. Oui, mais peut-être qu'à des moments, il faut désobéir. Bon. Non, mais sinon, l'élection ne sert à rien. Si le but, quelle que soit d'ailleurs l'opinion, je veux dire, si on fait une élection et qu'à l'arrivée, celui ou celle qui est élu se voit répondre « Ah ben non, l'Union européenne vous l'interdit », je dis que quand on est républicain, c'est la souveraineté du peuple, et en l'occurrence, c'est une élection, ça se passe en France, et c'est au peuple français de dire ce qu'il veut faire. Donc cet argument... Je dis qu'il faudra l'obtenir à l'unanimité de l'Europe. Mais écoutez, si Jean-Luc Mélenchon arrive à responsabilité ou l'Union populaire à l'avenir, nombre de mesures qui sont les nôtres, notamment en matière vis-à-vis de la dette, etc., il faudra faire un nouveau rapport de force. Donc là-dessus, j'ai envie de vous dire... avec respect, cher François Patriat, si c'est la ligne que vous allez développer durant les 15 jours face à Marine Le Pen, je suis inquiet sur l'avenir de l'élection. Et hier soir, c'était pareil avec Madame Borne à la télé. Si c'est la même, pardon, mais arrogance qui consiste à dire ce que nous faisons est bon, le chômage a reculé, le pouvoir d'achat a augmenté, etc., ce n'est pas ce que pensent les Français. Ce n'est pas ce qu'ils pensent. Je vous le dis, François Patriat, entendez-le bien, parce que mon mot d'ordre est clair, pas une voix pour le Front National, mais si vous faites, ou le Rassemblement National, si vous faites 15 jours de campagne sur vive Emmanuel Macron, ce que nous faisons est bien, c'est un progrès
rentrée sociale, le pays va mieux, vous amenez le pays dans une situation où vous créez les conditions de la victoire de l'extrême droite, ce que je ne souhaite pas. Entendez ce qui a eu lieu. Vous avez siphonné totalement une partie de l'électorat de Mme Pécresse, qui, à mon avis, est partie vers vous, parce que, mine de rien, la politique que vous menez est assez conforme avec ce que la droite traditionnellement mène, sur des questions notamment économiques et sociales. Bon, mais entendez, je veux dire quand même, il y a un pays qui est dans un état d'ébullition politique et de colère terrible, que ne réglera pas, me semble-t-il, cette élection. François Patria, je vous fais répondre, mais d'abord, ce que pense Stéphane Le Rudulier. Non, mais ce que dit Alexis Corbière est très juste. Attention, on a confisqué le débat démocratique durant cette campagne présidentielle pour des causes qui sont totalement exogènes à la campagne. Je pense à la crise sanitaire et puis après à la guerre en Ukraine. Il y a une colère sociale dans le pays qui a été enfuie par la crise sanitaire, mais elle est toujours bien présente. Si, dorénavant, nous n'avons pas ce débat démocratique serein, durant les prochaines semaines, que ce soit pour le deuxième tour d'élection présidentielle, mais également pour les élections législatives, je crains fort que la rentrée sociale au mois de septembre prochain risque d'être très mouvementée et que la crise des Gilets jaunes que nous avons vécue en 2018-2019 n'est qu'une amorce de ce qui pourrait être une grande colère sociale. Et donc, il faut beaucoup d'humilité parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas un amour très charnel avec le président de la République sortant, tout au contraire. Et puis, il y a quand même la montée des extrêmes. Quoi qu'on en dise, que ça soit à gauche ou à droite. Et je pense que Emmanuel Macron a une grosse responsabilité là-dedans. C'est-à-dire qu'à force d'étouffer les partis traditionnels, à force d'effacer le clivage gauche-droite, eh bien, les Français se radicalisent et tombent vers l'extrême, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et ça, c'est très dangereux, c'est très mortifère pour la démocratie. La réponse à ces deux sujets. Mon sénateur, d'abord que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a écrasé les partis traditionnels. Ils se sont autodétruits tout seuls. C'est clair. Tout seul, ils sont autodétruits tout seuls. C'est faux, il n'y a aucun philosophe centriste. Non, mais je suis désolé, je vous le dire comme ça. Il n'y a pas de courant de pensée centriste, ça n'existe pas. C'était prévisible. Non, mais la France, la France... Il y a des philosophes de gauche, il y a des philosophes de droite, mais je ne connais aucun philosophe centriste. Mais écoutez, on peut avoir des idées de gauche ou des idées de droite. Oui. Mais croire en un parti de gauche ou un parti de droite qui n'a plus de corpus, qui n'a plus de leader, qui n'a pas travaillé depuis 15 ans ou 20 ans, qui ne produit rien... Évidemment, ces partis s'effacent d'eux-mêmes, je crois. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est pas de diviser, c'est pas de continuer, c'est aujourd'hui de rassembler les Français autour d'un projet qui est et de gauche et de droite, il l'a dit. Des mesures sociales. C'est une illusion. Des mesures sociales. Être de gauche et en même temps de droite. C'est un illusionniste. Emmanuel Macron, c'est un illusionniste. Je vous réponds. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais... Écoutez, pas interrompu. Moi, je suis de gauche et je n'ai aucune difficulté à travailler avec Bruno Le Maire ou avec Gérald Darmanin. Je n'ai aucune difficulté à le faire. Et je suis de gauche. Et je considère toujours que mes fondamentaux sont de gauche. Et je ne le reproche pas. Aujourd'hui, je vois les gens. Donc ça ne me gêne pas. Totalement incohérent en étant de gauche et de droite. Juste au contraire, on mène une politique dans et François Patria, on a bien compris sur le signal d'alerte qui vous a été envoyé sur le message du pays, le manque d'humilité d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il risque d'arriver après les Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je reproche, c'est que, en fin de compte, si aujourd'hui il y a des déceptions, en particulier chez Mme Pécresse aujourd'hui, c'est parce que la campagne, elle ne s'est pas faite sur le programme, elle ne s'est pas faite sur les idées, elle s'est faite contre Emmanuel Macron. Le seul objectif, c'était abattre Emmanuel Macron. Quand j'ai entendu Mme Pécresse dire « M. Macron devra rendre des comptes, j'accuse Emmanuel Macron, les temps qui ont été pris ». Mais maintenant, on va oublier tout cela, parce que, je l'ai dit, chez nous, aucune arrogance, beaucoup d'humilité, et surtout un programme qu'on va décliner. Par exemple, quand je vous donne aujourd'hui le versement social à la source. Ça, c'est une grande avancée sociale pour tout le monde. Je le dis comme tel. Et sur la retraite, je vous entends. Vous niez la réalité. Quand vous dites aujourd'hui, on va maintenir la retraite à 60 ans, vous le dites tous les deux. Je le dis, Alexis, à toi aussi. Tenez-moi bien. On serait le seul pays d'Europe aujourd'hui qui n'entendrait pas les contraintes, qui maintiendrait une retraite à 60 ans. Et la difficulté qu'a rencontré Emmanuel Macron, c'est qu'il a mis beaucoup de clarté dans son programme. Il a dit « Je veux que les grandes questions soient tranchées par l'élection ». Et c'est ça qui lui a fait perdre 3 points par rapport au meilleur sondage. Le jour où il a dit « Oui, la retraite, la retraite par points qu'il avait proposée était un excellent exercice, vous l'avez combattu de toutes vos forces. » Oui. Bien. Maintenant, on en revient à la retraite à 65 ans, parce que d'autres pays, l'Allemagne, nos voisins, tout le monde est au-dessus de 65 aujourd'hui. Nous ne le sommes pas. Et il paye aujourd'hui, il a payé, je veux dire, dans les sondages en 3 points, mais aujourd'hui, il fait un score supérieur à celui de 2017. Et avouez que d'avoir progressé le président, vous ne l'aviez pas prévu et vous avez tout fait pour que ce ne soit pas le cas. Il le fait aujourd'hui. Il paye le prix de la clarté. Voilà.
La réponse de Laurent Jacobelli, après on avance sur l'entre-deux tours. Non, je suis d'accord avec la première partie de votre démonstration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crois plus, moi, à la droite et à la gauche, et Marine Le Pen non plus. Nous pensons que le clivage, il n'est pas là. Emmanuel Macron représente un système lié à la mondialisation, au fédéralisme européen, qui est une espèce de jungle économique où les plus forts survivent et ils survivent très bien, et où les plus faibles sont laissés sur le côté de la route. Marine Le Pen représente, elle, une version patriote où on croit en la nation, on croit qu'on peut se réindustrialiser en donnant la priorité notamment du marché aux entreprises françaises, où on croit à un système social qui effectivement n'est pas celui des autres pays européens. Mais vous savez, en France, nous sommes, Monsieur Patria, les champions. Monsieur Patria, je vais me permettre d'aller au bout de mon raisonnement et je serai heureux d'entendre votre réponse. Nous sommes le pays le plus matraqué fiscalement au monde. Mais en échange, les Français, quand ils payent beaucoup d'impôts, ils veulent un service public, ils veulent une police, ils veulent une école, ils veulent une éducation performante et aussi, ils veulent un système social et de retraite qui les protège. C'est ça le système français que vous voulez détruire sur les conseils d'un cabinet de conseil américain, McKinsey, pour faire plaisir à des fonds de pension américains, BlackRock. Nous croyons dans ce modèle social français. La retraite, Monsieur Patria, Monsieur le sénateur, un Français sur deux, aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, arrive à la retraite en étant soit chômeur, soit au RSA. Eh bien, en décalant l'âge de la retraite, vous allez faire que la moitié des Français restent chômeurs 2-3 ans de plus, ou RSA 2-3 ans de plus. Si c'est ça le système social que vous proposez, eh bien, vous êtes dans la droite ligne de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 5 ans. Oui, c'est une casse sociale. Oui, c'est taper sur les plus faibles. Eh bien, nous, on a une vision plus fraternelle de la France. Et on va avancer sur cet entre-deux tours. On va écouter vos candidats, François Patria et Laurent Jacobelli, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui hier soir en ont chacun appelé aux Français afin d'élargir leur socle électoral. Je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. François Patria d'abord, quand Emmanuel Macron parle de quelque chose de nouveau, c'est quoi ce quelque chose? C'est à la fois dans le rassemblement qu'il veut faire, en essayant d'associer vraiment tout le monde demain à la gestion de ce pays. Mais tout le monde et en second lieu, tous ceux qui vont aujourd'hui dire qu'ils rejoignent ou qui soutiennent la politique d'Emmanuel Macron. Ou même qui ne la soutiennent pas. Il a très bien dit hier soir. Je sais très bien que le programme de Jean-Luc Mélenchon n'est pas le mien et qu'il y a des différences. Il n'empêche que chez les gens qui ont voté aujourd'hui pour la France insoumise, qui ont voté pour aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, il y a peut-être des gens demain qui accepteront, parce qu'ils auront compris le danger de l'extrême droite, de participer à un nouveau mouvement social, à du progrès social, et vous allez à des baisses de charges, il y a des baisses d'impôts. Vous n'avez pas quand même aussi peu d'arguments et un bilan aussi faible pour réagiter le chiffon rouge de l'extrême droite. Plus personne en France n'imagine que nous soyons d'extrême droite, Monsieur Patria. Soyez sérieux, parlez sur le fond. Vous n'allez pas faire une campagne de dénigrement pendant 15 jours quand même. Vous ne m'avez pas écouté, vous êtes tellement enfermé dans votre logique partisane. Vous avez dit extrême droite, vous j'ai dit que nous n'allions pas demain diaboliser Mme Le Pen. C'est fini ce temps-là. Le Front républicain s'est dépassé aussi. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est que les 15 jours qui viennent montrent programme contre programme, projet contre projet et méthode contre méthode. Parce qu'aujourd'hui, le président a changé dans ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit « J'inventerai une nouvelle méthode pour gouverner avec les Français, pour les associer plus encore, pour les faire participer en plus. C'est ça qui va changer. » Bon, ça, c'est les Français. Mais sur les partis politiques, qu'est-ce que vous dites à Alexis Corbière? Comment vous êtes prêt à l'associer Jean-Luc Mélenchon, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et les élus de la France insoumise? Jean-Luc Mélenchon lui-même ne souhaite pas, je crois, participer à ce débat. Mais les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui à travers le monde associatif, qui à travers le monde syndical, qui à travers l'autre, entendront des propositions que fera Emmanuel Macron et qu'il a déjà faites sur le plan social et qu'il a fait. Il y a beaucoup de mesures sociales. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dans le premier, je vous ai répondu sur la retraite. Vous pouvez nier les faits. Non, mais vous pouvez nier les faits, faire tout ce que vous souhaitez autour. Il n'y a que 3 façons de maintenir les retraites. Soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations, soit on augmente la durée de la retraite.
Ou si vous choisissez d'augmenter les pensions, vous avez le droit. Si vous choisissez de baisser les retraites, vous avez le droit. Mais si on veut garder les retraites, si vous voulez garder les retraites, on peut faire très bien. Voilà, on fait autrement. Mais juste François Patria, pour être clair, parce qu'Emmanuel Macron dit avoir compris que les appels à voter, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon, ne valaient pas soutien. Est-ce que vous êtes prêt à amender votre projet, à faire des concessions sur le fond pour répondre à ces électeurs, à ces plus de 20% d'électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon? Je crois que le président, dans la campagne qui vient, où il sera très actif, présent tous les jours, aura lieu de montrer combien les progrès sociaux qu'il propose aujourd'hui, parce que contrairement à ce que j'entends dire aujourd'hui, il y a eu bien plus de mesures sociales de gauche pendant ces 5 ans du quotidien. Je vous en donne 3. Vous en voulez 3? Par exemple, le reste à charge zéro. C'est une mesure de droite ou de gauche? C'est une mesure de gauche. Hein? Le paiement des pensions alimentaires pour les femmes aujourd'hui, c'est une mesure de droite ou de gauche? C'est une mesure de gauche. La diminution par 2 des enfants dans les écoles en milieu en difficulté, c'est une mesure de droite ou c'est une mesure de gauche? La retraite pour les agriculteurs aujourd'hui, portée à 85% du SMIC, c'est une mesure de droite ou de gauche? Eh bien, je pourrais vous en citer comme ça, 30, 40. Moi, je vous montrerai que... Alexis Corbière. J'ai une admiration pour François Patria, qui est un personnage... C'est gentil. Non, mais qui est capable de plaider sans fin des choses. Non, mais bon... Le bilan d'Emmanuel Macron, on va le dire, c'est que les 500 personnes les plus riches de ce pays possèdent autant que 27 millions de Français, 40% de la population. C'est incroyable. Les inégalités ne se sont jamais autant creusées. D'accord ? Les 500 premières fortunes de France, qui représentaient 21% du PIB en 2017, aujourd'hui c'est 43%. Donc les inégalités se sont creusées parce que l'impôt sur la fortune a été supprimé, la mise en place de la flat tax a été mise en place, etc. Je développe pas. Donc ça, c'est ça qui a eu lieu. Et fondamentalement, François Patria, c'est pour ça que je vous admire, vous pourrez nous dire ce que vous voulez, il y a 2 millions de personnes supplémentaires depuis 2017 qui sont passées sous le seuil de pauvreté. Votre bilan, il est terrible. Y compris des mesures que vous proposez tout à l'heure, vous les proposiez déjà en 2017, le prélèvement, le versement à la source, vous ne l'avez pas fait. Et en plus... Le prélèvement à la source, on l'a pas fait? Non, le versement à la source Le versement à la source... On l'a fait. Non, ce n'est pas vrai. Non, on l'a fait le prélèvement à la source. Non, le versement à la source des aides sociales. D'accord, je parle pas de... Bon. Celui-là, on l'a fait. Et concernant la retraite que vous vouliez, non, précisément quand il y a autant d'inégalités, on peut élargir l'assiette de cotisation. Écoutez-moi, François Patria. Pardon, écoutez, vous m'écoutez pas. Mais tu peux me tutoyer, on se tutoie, bon. Okay. Mais on peut élargir. Non, mais bon, je fréquente pas non plus François Patria, mais bref, on peut élargir l'assiette de cotisation pour aller vers la retraite à 60 ans quand on voit autant de richesses qui sont accumulées aujourd'hui, autant d'inégalités. Et ce qui a été dit tout de même si c'est le représentant du Rassemblement national qui dit, il faut l'entendre, au-dessus de 60 ans aujourd'hui, un Français sur 2, il est soit en invalidité, soit au chômage. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous avez tous les talents pour y arriver. Mais si vous repoussez encore plus à 65 ans, il faut encore plus de trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite complète, eh bien, il y aura encore moins de gens qui arriveront au bout et leurs pensions baisseront. Alexis, voilà. Donc ça, je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous attendez ce matin? Mais moi, j'attends rien. Actuellement, le système institutionnel fait que nous sommes exclus de ce deuxième tour. Nous sommes des forces, très bien. Nous sommes 3-4 points derrière Monsieur Macron et nous sommes 1,5 point derrière le Rassemblement national. Donc, je ne me reconnais pas, bien sûr, dans le projet de Madame Le Pen, mais je suis inquiet aussi de ce que nous dit Emmanuel Macron, qui veut profiter... Vous n'avez pas entendu une forme de main tendue hier dans le discours d'Emmanuel Macron? Parce que ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'après 5 ans, lui aussi, il est minoritaire, Emmanuel Macron. La Ve République va lui donner, s'il l'emporte, la totalité des pouvoirs. Il en a bénéficié à plein pendant 5 ans. Il y a rarement eu, d'ailleurs, une utilisation d'une institution aussi monarchique, dans le sens d'une concentration de pouvoir. Le Parlement a été ridiculisé, en vérité, nombre de fois. Aucune décision n'était prise là-bas. On discute de rien, véritablement. Même dans des moments où il y avait... face au Covid, on pouvait discuter. Il n'y avait aucun secret à maintenir. Même ça, tout était dissuadé ailleurs. On change de Premier ministre. Je l'ai vu, M. Castex apparaît, mais la majorité des députés En Marche ne le connaissait même pas. On met un nouveau Premier ministre parce qu'Édouard Philippe doit partir et laisser la place à d'autres. Moi, je n'aime pas ça. Franchement, je le dis, ce système où celui qui dirige la France, finalement, c'est le fait uniquement du président, etc. Bon, bref, le pays est dans cet état. Sous tous les quinquennats, il y a eu 2 premiers ministres. Hein. Pardon ? Sous tous les quinquennats, il y a eu 2 premiers ministres. Non mais on a rarement vu. Je vais vous dire. Sauf celui de Sarkozy. Moi je suis pas. Sauf celui de Sarkozy. Non mais François Fillon est resté 5 ans. Je vais vous dire, on a rarement vu dans la 5e. Mais bon, c'est un détail. Mais on a rarement vu Édouard Philippe qui apparaît en 2017, qui n'avait même pas mené campagne pour Emmanuel Macron, qui était Premier ministre, et Monsieur Castex, c'est encore pire, un homme qui n'a que franchement, moi je peux vous dire pour en avoir parlé avec des collègues En Marche.
90% des députés n'avaient jamais entendu parler En Marche. Et puis on lui dit, devient Premier ministre. Tout ça, ça montre que peu importe la vie. Il a très bien réussi, il a été très apprécié par les Français. Bravo. Les Français apprécient. Non mais sérieusement, je vous adore, mais vous pensez que Jean Castex est apprécié par les Français? Ce que je voudrais vous répondre, c'est est-ce que... Sérieusement. Et après, on va donner la parole à Stéphane Le Rudulier. Par les Français. Bon. Est-ce que tous les... je vais laisser la parole. Voilà, Stéphane Le Rudulier. Valérie Pécresse hier a appelé à mettre un bulletin à Emmanuel Macron dans l'urne pour faire barrage à l'extrême droite. C'est pas le cas d'Éric Ciotti, que vous soutenez, qui lui a dit qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron. Jusou, quel sera votre vote? Quelle est votre position? Écoutez, il y a un bureau politique à midi. On doit en discuter sur la stratégie à tenir pour le second tour. Moi, j'alerte juste sur un point. On a essayé de convaincre les Français que entre le projet de Valérie Pécresse et le projet d'Emmanuel Macron, il y avait des différences très marquées. Et ça, on a essayé de le faire depuis plusieurs semaines. On n'est sans doute pas arrivé totalement à convaincre, mais il serait quand même, vis-à-vis des électeurs, assez honteux de se jeter dans les bras d'Emmanuel Macron dès 20h02 ou 20h03 le jour du premier tour. Donc, c'est ce qu'a fait Valérie Pécresse hier pour vous? Mais c'est un choix personnel. Elle l'a bien dit, c'est un choix personnel. Mais que vous trouvez honteux? Pardon? Que vous trouvez honteux, puisque vous avez employé ce mot? Honteux dans le sens où si on dit qu'entre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, il y a une troisième voie qui s'appelle les Républicains, si on appelle directement à 20h02 à voter Emmanuel Macron, ça veut dire qu'il n'y avait pas de troisième voie, clairement. Donc moi je suis plutôt dans une stratégie d'attendre et de faire du nini. Les consignes de vote, c'est terminé, ça date des années 1960. Chaque Français est propriétaire de sa voix et jugera le bon candidat qui doit diriger aux destinées de notre pays pour les 5 années à venir. Et puis n'oublions pas, il y a les législatives. Les élections législatives, c'est un autre mode de scrutin. Et je pense que la droite républicaine a toute sa place. Et il faut respecter les 577 candidats des Républicains qui vont défendre une troisième voie. Et il ne faut pas non plus vraiment gommer la droite républicaine. Je pense qu'on doit reconstruire cette droite et qu'elle a un avenir certain dans les... Comme Alexis Corbière, vous n'attendez rien d'Emmanuel Macron, vous attendez quelque chose? Non, mais regardez, tout à l'heure, c'est très criant comme débat. Tout à l'heure, on est prêt à dire que le programme de la France Insoumise, on picore quelques idées de la France Insoumise. Si c'était un peu ça. Emmanuel Macron est de gauche, c'est ce que vous avez dit. Emmanuel Macron est de gauche. Je ne pense pas qu'Alexis Corbière pense qu'Emmanuel Macron est de gauche. Vous m'avez bien perçu. Voilà. Donc je pense qu'il y a une ambiguïté de la part du candidat Macron qui fait, lui, le grand écart entre la gauche et la droite, qui va aller chercher le corpus idéologique de la France Insoumise et aller chercher un bout du corpus idéologique de Valérie Pécresse. C'est pas très sérieux tout ça. Et in fine, ce sont véritablement les Français qui en paieront les conséquences. La réponse de François Patria et après Laurent Jacobelli. Alors d'abord, j'ai entendu, chers collègues, que vous étiez pour le nini. J'ai dit vous êtes pour le nini. Ça veut dire que ça demain... n'empêche que moi. Non mais j'entends bien. Je pense que c'est une position, d'abord, pas très très courageuse, et puis ensuite, qui fait prendre des risques à ce pays. Est-ce que vous voulez d'un pays fracturé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas entendre le message mené par les gens qui viennent de les troupes chez vous? 2019, mais vous savez très bien, sans vouloir diaboliser... Non mais attendez, je vous interromps jamais. Donc, bon, je le dis. Donc, si vous pensez que demain, la candidature, l'élection éventuelle, à laquelle je ne crois pas par ailleurs, à titre personnel, mais rien n'est fait. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et je pense que le deuxième tour va être très... Vous allez faire des débats, vous allez faire campagne? Bien sûr, je vais faire des réunions tous les jours, je vais faire des débats, j'irai sur le marché. Le président, écoutez, jamais. Il a refusé tout débat. Très bien, écoutez, je pense que le résultat du premier tour montre qu'il a fait meilleure campagne que vos candidats. Il a fait meilleure campagne que vos candidats. Toujours dans le caractère qui caractérise le candidat Macron. Non mais on ne peut pas dire des contre-vérités comme le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas fait campagne. Non, il n'a pas fait campagne. Non, mais la campagne, c'est pas les débats des 15 derniers jours. La campagne, c'est tout ce qui a été fait pendant le quinquennat, tout le travail, tout ce qu'il a montré. Il faut les réunir. Il était en campagne pendant 5 ans. Avec les moyens d'État, ça vous êtes en train de dire. Je vais vous dire une chose, c'est que tout candidat, vous êtes élu, on est tous élus ici, tout candidat, le lendemain où il est élu, il est en campagne. Oui, mais attendez, admettez que depuis le mois de septembre, quand même... Pardon, je vous laisse... Mais depuis le mois de septembre, cet Emmanuel Macron qui va à Marseille, qui dit « Si je suis 50 plus, voilà ce qu'on va faire. Mais je suis pas candidat. » Mais en même temps, ça s'appelle faire campagne. Et c'est pas... Monsieur Patria, j'ai l'impression que vous n'avez pas vécu le même quinquennat que 67 millions de Français. Vous êtes en train de nous dire que ne pas voter pour Macron, c'est voter pour le chaos.
je vous donne un scoop. Le chaos, il a la fracture. J'ai dit une France fracturée. Mais j'ai pas dit la chaos. France, elle est fracturée. Laissez-moi terminer, monsieur Patria. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord. J'ai pas dit chaos. Je sais que vous avez un goût du débat très modéré à la République En Marche, mais j'aimerais quand même pouvoir m'exprimer parce que nous sommes en démocratie. Merci de le respecter. Vous avez mis les Français dans la rue. Vous avez divisé, fracturé la France entre un monde rural qui n'a plus accès aux services publics et les grandes métropoles. Excusez-moi, mais je vais terminer mon propos. Moi, j'habite à un hameau de 18 habitants. Monsieur Patria, soit vous êtes dans l'autoritarisme, François Patria, on va laisser finir Laurent Jacobelli. Le paternalisme et l'autoritarisme, et le débat s'arrête là, les Français vous jugeront. Soit on peut échanger des arguments. C'est ça la démocratie aussi, il va falloir que vous l'acceptiez. C'est dur pour vous. J'ai le droit de contrer vos arguments. Mais après que j'ai parlé, si ça vous ennuie pas. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu sans arrêt. C'est bon, je peux y aller? J'ai l'autorisation? Tout à l'heure, vous m'avez interrompu sans arrêt. Allez-y. Allez, Laurent Jacobelli, après François Patria. Merci. Vous avez fracturé la société française comme jamais. Et je terminerai mon propos, que vous le vouliez ou non. Les milieux ruraux aujourd'hui n'ont plus rien. Vous avez tout rassemblé dans les grandes métropoles. C'est la métropolisation. Vous avez fracturé les Français entre ceux qui voulaient plus de pouvoir d'achat et plus de démocratie et leur police, qu'ils aimaient tant. Vous avez réussi à créer le doute entre la population et la police. On a même vu des pompiers arrêtés par des policiers lors des manifestations sur les gilets jaunes. Vous avez fracturé entre ceux qui ont tout, qui profitent de la mondialisation, qui ont des actionnariats dans les nouvelles technologies, dans les startups et qui gagnent beaucoup d'argent. Et ces Français qui travaillent simplement pour avoir le droit de se nourrir. Vous avez fracturé la France comme jamais. Et vous vous présentez comme des champions du social et de la gestion. Mais votre bilan, c'est 600 milliards de dettes supplémentaires. D'ailleurs, même avant le Covid. Votre bilan, c'est une balance extérieure avec un record historique de déficit de 85 milliards comme on ne l'avait jamais eu. Votre bilan, c'est un Français sur 3 qui renonce aux soins. Votre bilan, c'est 10 millions de Français qui sont mal logés et mal chauffés. C'est ça votre bilan, monsieur. Et il va falloir que vous l'assumiez en dehors de ce mépris, de ce ton hautain de parler aux autres et de leur couper la parole. Le vrai débat, il est là. C'est une catastrophe que ce quinquennat avec Marine Le Pen. Nous voulons rendre leur argent, leur pays aux Français parce qu'ils le méritent. Ils méritent un président ou une présidente qui s'occupe d'eux, qui les comprenne et qui les aime. Voilà, il vous a laissé aller jusqu'au bout la réponse. La calinothérapie, à contresens totalement, personne ne l'entendra. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je parle du territoire rural. Territoire rural, moi j'y habite. J'habite une petite commune rurale. Depuis toujours, depuis toute ma vie, j'ai habité. Je sais ce que c'est que le monde rural aujourd'hui, je l'ai toujours défendu. Mais quand je vois que c'est ce gouvernement qui a fait combien 1000 maisons de services publics où il n'y en avait plus. Que c'est ce gouvernement qui a fait que la fibre va être l'année prochaine chez tout le monde. Que c'est ce gouvernement qui a fait ça. Oui, non, mais oui, bien sûr, c'est lui qui a fait. Vous attribuez, monsieur, mais je sais très bien. Je regarde mon département. Pour la fibre, le département a payé 40%. L'Europe et les petites collectivités et les régions ont payé 20%. Et le gouvernement a payé 40%. Et ça n'avait pas été fait avant. Le territoire fibré, les maisons de santé. Combien de maisons de santé créées grâce à ce gouvernement? 17 000 lits d'hôpitaux supprimés, M. Patria. Mais non, ce n'est pas vrai. J'ai pas dit d'hôpitaux. Ça n'est pas vrai. C'est quand on a divisé des chambres, qu'il y avait 2 lits en chambre à un lit, que vous le comptez comme tel, et c'est faux. J'étais au SAMU mardi soir, on me l'a dit. Allez-y, François Patria. Il nous reste 3 minutes. Les médecins me l'ont dit. On vous l'a dit, mais les Français l'ont vécu. Les médecins me l'ont dit. J'ai parlé avec des spécialistes. Deuxième chose. Si on avait écouté Mme Le Pen pendant ces 5 dernières années, on serait sorti de l'OTAN. On n'aurait pas vacciné avec l'ARN messager. C'est vrai, non. Au début, j'ai entendu Mme LePen défendre la chloroquine et défendre l'ARN messager. On n'aurait pas eu de vaccin. Parce que vous avez critiqué le vaccin. Vous êtes fier de la manière dont vous avez géré la crise sanitaire. Les Français l'ont compris. Vous voulez qu'on vous rappelle la crise des masques? Le manque de vaccins. On va pas refaire un débat sur les deux. Qui faut le mieux gérer que d'autres. Par rapport aux Français, vu ce que j'entends et la qualité des débats et des échanges qui ont lieu, je pense que ça mérite mieux que des invectives. Non, mais je parle pas de. Il y a argument contre argument. Bah oui. Non, mais sincèrement, on est au 2e tour de l'élection présidentielle. 5 ans, c'est long. Franchement, quelles sont les propositions de part et d'autre? Je ne les ai pas entendues. On peut se rejeter le bilan de la crise sanitaire, le bilan de la fracture sociale, le bilan de la fracture numérique. Je pense véritablement, on a un besoin de renouveau d'un corpus idéologique et il n'y a pas que les républicains qui sont malades. Sincèrement, je pense que la démocratie est malade. C'est ce que je venais de prouver. Sincèrement, oui, pendant quelques minutes, je vous ai sincèrement perdu. Et donc, c'est pour ça que je suis fier de ma stratégie du Nini. Alexis Corbière. Non,
Bon, on sait ce que je pense de l'extrême droite. D'un déplaise à Laurent Jacobelli, oui, l'extrême droite existe et vous en êtes une composante. Vous savez très bien que nous ne sommes pas d'extrême droite, que je ne suis pas d'extrême droite, que Marine Le Pen. Pourquoi vous dites je sais très bien, c'est un argument d'autorité. Je sais très bien que vous êtes d'extrême droite. Je sais que c'est un argument un peu éculé, mais vous n'y croyez pas une seconde. Vous savez que nous sommes républicains, vous savez que nous sommes démocrates. Non, mais ça, républicain, tout le monde se dit ce mot. Vous savez, ma conception. Non, mais pardon, un mot. Moi, je pense que. Il n'y a rien d'extrême dans notre programme. Ce qui est extrême, c'est ce qu'on vient de vivre. Oui, non, mais ça, c'est un autre. Ça, je peux considérer qu'il y a de l'extrémisme aussi dans les inégalités que j'ai décrites tout à l'heure, dans les inégalités qui se sont creusées. Non, moi, je vous qualifie, vous pouvez trouver ce que vous voulez, mais de ce courant politique-là, qui effectivement trop souvent explique que nombre de nos problèmes seraient dus à une partie de nos concitoyens qui, en quelque sorte, en raison de leur origine, de leur confession, etc. Mais c'est pas de ça. Moi, je vous le dis, je vous le répète, et je ne conditionne rien. Et je le regarde tout en vous écoutant, que c'est un élément de communication de tous les responsables d'En Marche. Si vous dites qu'il faut élire Emmanuel Macron pour mettre en œuvre la retraite à 65 ans, vous mettez le pays dans un état de turbulence terrible. Je ne veux pas que Marine Le Pen l'emporte. Mais je vous le dis, François Patriat, et entendez bien le message que je veux vous faire passer. Si vous passez 15 jours à dire aux Français, il ne faut pas que l'extrême droite gagne pour que nous mettions en œuvre une politique de régression sociale, je ne garantis pas le résultat dans 15 jours. Donc j'aimerais là-dessus que vous entendiez et que vous arrêtiez à travers vous d'autres ministres là, qui sont actuellement sur les plateaux radio pour dire il n'y a pas de problème, les Français nous plébiscitent et il faut qu'on aille, parce que ça va produire un effet terrible. Parce que vous arrivez en tête ce soir, et je regrette que je sois troisième, mais vous faites au mieux 27%. 8 millions de gens ont voté pour vous, d'accord ? 9,5. Dans ce pays, il y a 47 millions d'électeurs. Écoutez-les. Et je vous le dis vraiment. Ça dit quel âge ? Non, mais c'est intéressant. Non, mais 65 ans. Si vous dites aux Français, il va falloir travailler encore plus longtemps, les pensions vont être dégradées, je vous dis, vous mettez la République et ce pays que j'aime. Ce que dit Alexis Corbière est très intéressant. Après, le débat n'a pas eu lieu. Vous voyez, le débat démocratique n'a pas eu lieu. Effectivement, on a un point de désaccord sur l'âge de départ à la retraite. Certains, comme nous, disent 65 ans, comme La République En Marche. Vous dites non, c'est 62, voire 60 pour d'autres. Ce débat mérite effectivement, et là je vous rejoins, ça mérite des heures de débat. Ce que je voulais souligner, c'est que l'élection possible, je ne connais pas le résultat dans 15 jours d'Emmanuel Macron, ne signifie pas que les Français lui donnent mandat pour faire la retraite à 65 ans. Et comme vous le répétez, comme c'est répété sur les plateaux télé, il y aura, je l'espère, au moins Emmanuel Macron va débattre avec Marine Le Pen, si sa ligne c'est de dire votez pour moi et pour la retraite à 65 ans, vous allez produire une abstention terrible vis-à-vis de beaucoup de gens. Et puis, bon, on parlera faire, maintenant c'est votre responsabilité. Un dernier mot chacun. Oui, on ne parle jamais de la fraude sociale. C'est estimé entre 15 milliards et 45 milliards. La réforme des retraites, c'est 10 milliards de gains. Moi, j'aimerais quand même qu'on commence à lutter contre cette fraude sociale avant de mettre en œuvre une réforme des retraites. Quand Sarkozy était en responsabilité, on a beaucoup lutté contre la fraude et l'évasion fiscale. On peut revenir à Napoléon, Alexis Corbière, on peut revenir à Napoléon. Non, je ne compare pas Napoléon et Sarkozy dans l'histoire de France, ils n'ont pas exactement la même importance. Un dernier mot, Laurent Jacobelli, après François Patriat. Non, je vais vous rassurer, Marine Le Pen veut créer un ministère de lutte contre la fraude parce que c'est évidemment là que nous trouverons une partie des financements de notre politique, notamment sur la retraite, notamment sur la baisse de la TVA, parce qu'il est complètement injuste de demander aux Français de se serrer la ceinture et que certains épargnent dans des paradis fiscaux ou que d'autres viennent en France pour trafiquer les allocations familiales. Donc tout ça, il faut le remettre à plat. Ce que j'ai entendu ce soir, c'est qu'il y a eu un manque de débat. Et ce matin, décidément, on a tous, je crois, passé une nuit très agitée. On a tous une nuit très courte, c'est pas grave. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'on a un besoin de plus de démocratie, de plus de république. Marine Le Pen, quand elle propose le référendum d'initiative citoyenne, quand elle propose la proportionnelle, c'est pour éviter la situation dans laquelle on est aujourd'hui, un président tout-puissant qui n'écoute personne, emmuré à l'Élysée, qui méprise les Français, qui méprise le Parlement. Il faut en finir avec ça. Il faut un président qui écoute et qui comprend les Français. C'est pour ça que je vais juste vous dire deux premières mesures de Marine Le Pen, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5, même si ça hérisse le poil de Monsieur Patriat. Et la deuxième, c'est de lancer un grand référendum sur l'immigration parce que c'est une question cruciale pour l'avenir des Français et il faut que les Français se prononcent en toute transparence. Et puis j'en appelle à tous les Français de droite, de gauche, de se réunir autour de Marine Le Pen parce qu'on ne peut pas en reprendre pour 5 ans de Macron. Il faut une France fière, solidaire, fraternelle, c'est ce que nous proposons. Bon. Et un dernier mot, François Patriat. Je vais répondre sur deux propositions totalement inutiles et irréalisables.
La première, la TVA, elle ne pourra pas le faire le lendemain. Elle ne pourra pas le faire, c'est clair. Et la deuxième, faire un référendum sur l'immigration, ça n'a pas de sens parce que ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. C'est des paroles dans l'air. C'est comme le rapprochement avec M. Poutine. Hein. Rappelons-nous quand même. Pourquoi vous avez détruit M. Poutine tous les jours? C'est M. Macron. Dans un débat, on n'a pas le temps. Pourquoi vous avez détruit 1 million de tracts ils n'ont pas été détruits, c'est une légende urbaine que vous lancez. Je y distribuais moi-même il y a encore une semaine. 1,5 million de migrants supplémentaires, c'est ça le bilan de Macron. Je comprends que vous soyez gêné par l'idée d'un référendum. Pas dissimuler sa vraie nature derrière une fausse gentillesse. Et c'est fini. Pécresse avait proposé aussi le référendum sur l'immigration. Voilà, c'est vous qui avez le mot de la fin, Stéphane Rudier. Là où moi je vais aller avec vous, le président de la République va proposer la proportionnelle. Voilà. Enfin, parce qu'il ne l'a pas fait la dernière fois. On termine sur un accord. Parce que la réforme a été entravée. Par qui on sait? En particulier par vous. Absolument pas. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci Alexis Corbière, merci Laurent Jacobelli, merci Stéphane Rudier. Et merci François Patria.